Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Estelle, je suis directrice artistique et graphiste freelance et aujourd'hui je vous propose d'analyser ensemble l'identité visuelle de Milia Matcha. Si vous débarquez sur cette chaîne, c'est une série de vidéos que j'ai déjà commencé à faire il y a pas mal de temps, dans laquelle j'analyse différentes marques et notamment des marques de youtubeurs, d'influenceurs. Le but étant d'analyser ensemble comment ils ont construit leur marque, les éléments visuels, le logo, les images, les typos, et qu'on puisse en tirer des leçons pour nos futures créations et aussi voir ce qui fonctionne moins et ce qui est intéressant. Sur cette chaîne, vous retrouverez déjà l'analyse de l'Hôtel Mafouf, la marque de Lena Situation, du café coiffeur Mousse Paris de Natou et de la marque de café Chamberlain Coffee de Emma Chamberlain. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de m'attaquer à la marque Milia Matcha, la marque de Andiela, tout simplement parce que c'est un réel succès. On en entend énormément parler ces dernières années et je trouve toujours intéressant d'analyser les marques qui fonctionnent vraiment pour essayer de comprendre pourquoi, comment et d'en tirer des pistes de réflexion pour nos futures créations. Donc pour commencer, qui est Andiela si vous la connaissez pas? C'est une créatrice de contenu française qui est connue pour son contenu beauté et lifestyle. Je crois qu'elle a démarré en 2013 sur les réseaux sociaux. Personnellement, ça fait 2-3 ans que je la suis. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement son naturel, son enthousiasme. C'est quelqu'un de très attachant. Elle filme un petit peu sa vie, elle fait beaucoup de vlogs. Elle est aussi énormément connue pour le matcha, parce qu'en fait, elle a toujours dans ses vidéos pendant de très longues années eu un matcha à la main. Elle a fait découvrir le matcha à sa communauté et donc c'est assez naturellement qu'elle a développé sa propre marque de matcha que l'on va analyser aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, moi je trouve dans ces vidéos, parce que quand je l'ai découverte, je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage et j'ai re-regardé beaucoup de vidéos. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle documente tout ce qui se passe par rapport à Milia Matcha, par rapport à sa société, le développement de son activité, la vie de bureau, etc. C'est pour ça que j'ai aussi décidé d'analyser sa marque. Donc pourquoi elle a décidé de lancer une marque de matcha? Comme je vous le disais, ses abonnés l'appelaient Madame Matcha, elle avait toujours un matcha à la main, etc. Mais en fait ça a commencé vraiment depuis très longtemps. En 2010, sa mère lui fait découvrir le matcha, que elle-même présentait dans des salons liés à l'alimentation biologique. Et tous les matins, elle préparait à Andy une tasse de matcha pour vraiment l'aider à se concentrer à l'école. Et c'est une habitude qu'Andy a pris et qu'en fait elle a jamais lâché. Donc c'est quand même un lien très personnel qui effectivement a nourri cette marque, a nourri l'envie en tout cas de lancer sa propre marque de matcha. Pourquoi elle l'a appelée Milia Matcha? C'est tout simplement pour rendre hommage à sa grand-mère qui s'appelait Emilia. Et c'est un nom assez doux, féminin, facile à retenir, qui collait en tout cas à la vision qu'elle avait de l'esthétique de la marque qu'elle avait envie de lancer. Donc l'idée c'était aussi de construire une marque entre héritage et un ton assez doux, féminin. Donc le concept c'est que Milia Matcha c'est tout simplement une marque de matcha française fabriquée au Japon. Donc de la récolte jusqu'à vraiment la mise en canette. Tout est fait au Japon, tout est fait sur place pour vraiment garantir une fraîcheur dans les produits et aussi une certaine qualité. Elle a lancé la marque en 2023 et dès le jour du lancement, ça a été rupture de stock. La marque a démarré avec 3 produits phares: le matcha cérémonie, le matcha vanille et le matcha fraise, et des accessoires liés à la préparation du matcha, le fouet en bambou, etc. Voilà globalement l'histoire du lancement de la marque et ce qui se cache un petit peu derrière le nom et l'origine du projet. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'identité visuelle de ce projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, Andy fait beaucoup de vidéos beauté. Je crois même qu'elle était maquilleuse, si je me trompe pas. Donc vraiment, les inspirations et l'univers de la marque sont très orientés. En fait, c'est un mélange vraiment entre les codes de la beauté, du bien-être, une certaine esthétique vraiment K-beauty et évidemment la personnalité d'Andiela. Donc on va dire que c'est une marque qui a émergé à côté d'autres marques de matcha qui étaient beaucoup plus, on va dire, qui avait une image beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus classique, beaucoup plus cérémonielle. Et donc Milia Matcha casse un petit peu tous ces codes-là, tous les codes qu'on trouvait sur le marché pour avoir une marque très moderne, très orientée beauté, qui se positionne très bien dans un petit peu tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et effectivement, on retrouve énormément de codes de cosmétiques. On a beaucoup de close-up par exemple sur la bouche, comme on peut le retrouver sur des marques de beauté qui présentent des rouges à lèvres. On a beaucoup de visuels ingrédients
très gourmand, comme on peut retrouver chez des marques de parfums. On a beaucoup de textures, des textures liquides, des coulures, comme on va souvent voir aussi dans des marques de cosmétiques avec voilà, des visuels de fond de teint, des visuels de texture, de soins, etc. On a beaucoup de couleurs pastel, des couleurs aussi très féminines, et on a un packaging qui pourrait très bien être un packaging de crème. Quand on voit un peu l'univers de sa marque, c'est vrai qu'on est presque plus dans une marque beauté skincare que dans une marque de thé et de matcha. Ce qui fait totalement sens puisque Andy parle de beauté, de make-up depuis des années sur sa chaîne, et en même temps ça fait d'autant plus sens que le matcha a vraiment des bénéfices également sur les cheveux, sur la peau, sur voilà, le bien-être, l'énergie en général. Et donc c'est vrai que tout ça fait sens, en tout cas dans la construction de l'image de marque, dans ses inspirations. Si on regarde de plus près le logo, donc le logo Milia Matcha, moi j'ai trouvé en faisant mes petites recherches que la police du logo était la police Gantu Regular, qui est une police très ronde, très friendly, presque dessinée. C'est une police script très arrondie, avec un côté assez gourmand. On a des boucles, on a des courbes, des terminaisons de lettres très douces. Et donc dans l'esprit, c'est vrai qu'on peut retrouver aussi d'influences un peu japonaises, comme on l'imaginait avant le côté très kawaii. Et on a en dessous le mot matcha en capitale, beaucoup plus posé, beaucoup plus classique, beaucoup plus neutre. Et donc ça crée naturellement une hiérarchie de lecture assez claire. On a le Milia qui exprime plus l'émotion, l'intention, la gourmandise, et en dessous on a le matcha qui exprime vraiment du coup la catégorie qui est beaucoup plus classique, traditionnelle. Alors c'est un logo qui fonctionne par rapport à effectivement tout ce qu'on s'est dit avant, par rapport aux inspirations, etc. C'est un logo qui est identifiable, malgré le fait qu'il est quand même assez plongé dans une tendance. On a beaucoup de marques inspirées de ce type de typo. Du coup, c'est vrai que peut être moins identifiable par rapport à ça, parce que je pense que c'était pas du tout voulu dans la création de la marque, parce que en vérité, la création du logo correspond justement à toutes les inspirations, à tout ce qu'on s'est dit avant, mais il y a eu un peu une tendance autour de ce type de script, de ce type de font, qui fait que malgré tout, il n'est pas extrêmement identifiable par rapport à d'autres, mais en tout cas, il fonctionne. On comprend, voilà, on s'en fait, je pense, une interprétation qui est juste. Globalement, c'est un logo qui fonctionne, qui a du sens par rapport à l'entreprise et au produit. La palette de couleurs de Milia Matcha, elle repose sur vraiment 3 piliers. On a un rose pastel qui est très cosmétique, très féminin, très doux, qui correspond je pense beaucoup à Andiella. On a un marron taupe et on a un vert qui correspond, j'imagine, au matcha. C'est une palette de couleurs très harmonieuse, très douce. Je pense qu'il nous fait aussi penser à quelque chose de sucré, et ce sont des couleurs qui fonctionnent aussi très bien visuellement sur les réseaux sociaux, qui attirent l'œil, qui donnent envie. Et je pense que le rose modernise énormément le vert du matcha qu'on va retrouver de façon plus classique dans d'autres marques, dans des marques traditionnelles, etc. Le fait qu'on ait cette touche de rose très moderne, très pop, ça vient forcément avoir un impact très doux dans l'image de marque. Et au global, toutes ces couleurs, ça crée une marque très lifestyle, très dans l'air du temps, et aussi dans la tendance de ces dernières années. Je dis tendance parce que c'est vrai que ce sont des couleurs qu'on a beaucoup vues ces dernières années, et je pense notamment à l'analyse de l'identité visuelle de l'hôtel Mafouf que j'ai faite sur cette chaîne, qui utilise en fait la même palette de couleurs. Ça prouve aussi, ce qui est intéressant aussi, de voir que on peut utiliser des mêmes palettes de couleurs mais avoir des univers complètement différents et des inspirations de base complètement différentes. Donc les typographies de la marque Milia Matcha. Donc j'ai vu que sur le site et sur la communication globale de la marque, Milia Matcha utilisait la typographie Campton dans différentes graisses, dans à peu près voilà, dans toutes les graisses possibles. La Campton, c'est une typographie sans sérif qui est arrondie et qui a surtout le bénéfice d'être très lisible. Je pense qu'elle équilibre bien le logo en script, qui apporte le côté un peu cute, un peu gourmand, et cette police là, la Campton,
qui va avoir un côté un petit peu plus sérieux. Et donc les deux permettent cet équilibre. Je pense que c'est une typo qui fonctionne très bien. Après, c'est une typo qui n'est pas très identifiable, très différenciante. C'est-à-dire qu'en voyant cette typo, on va pas forcément se dire tiens, c'est Milia Matcha. Mais en tout cas, c'est une typo qui permet vraiment une lisibilité, d'apporter aussi quelque chose de très clair et très propre à la marque. En termes de visuel et de direction artistique photo, je pense que c'est le gros point fort de la marque. On a beaucoup de visuels différents, mais je trouve que contrairement à d'autres marques, elle travaille beaucoup ses visuels. C'est aussi une marque digitale, même si maintenant elle se développe beaucoup en pop-up, etc. Et je serais pas étonnée que l'année prochaine, elle ouvre un bar à matcha dans Paris ou ailleurs, parce que ces événements ont un tel succès que pour moi, ce serait vraiment la suite logique qu'elle ait quelque chose de plus ancré. Quoi qu'il arrive, c'est une marque digitale et donc les visuels sont extrêmement importants au-delà de elle, ses prises de parole, ses vidéos, etc. qui donnent envie de toute façon d'adhérer et d'acheter sa marque. Les visuels de sa marque sont extrêmement importants, forcément vendeurs. Et donc, elle a différentes catégories de visuels. On va avoir des visuels nature morte, très travaillés, très propres. On a aussi des portraits d'Andy. On a beaucoup de textures très gourmandes qui donnent vraiment envie. Des photos de Pâques très travaillées, très propres. On a vraiment des visuels, comme je vous le disais, très inspirés de la cosmétique, qui attirent l'œil, qui donnent envie, mais surtout qui montrent quand même que c'est une marque sérieuse. On a vraiment des images qui sont propres à la marque et qui montrent aussi que c'est au-delà d'une marque, c'est vraiment toute une identité de l'image au produit. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que je pense que évidemment tout est réfléchi, mais quand on fait de belles images, on a envie après nous, en voyant ces belles images, de les partager sur Instagram, en story, en post, etc. Et donc forcément c'est important, c'est intéressant pour elle de créer des belles images et des images qui ont envie d'être partagées pour évidemment faire connaître encore plus la marque, faire plus de ventes. Et donc là, encore une fois, dans tous ces visuels, on est totalement dans les codes de la beauté, parfois même dans des codes de luxe. En termes de photographe, moi j'ai juste trouvé un photographe avec qui elle a travaillé, qui est le photographe Kenyon. Donc je vous mettrai à l'écran ce qu'il a fait pour la marque et son portfolio. Mais après je sais pas, elle est peut-être passée par des agences, etc. Mais je n'ai pas trouvé d'autres références. Si vous les avez, n'hésitez pas à me les partager. En tout cas, on ressent qu'il y a un vrai travail sur les visuels, une vraie envie en tout cas de bien faire, d'avoir des visuels vraiment de marque et d'avoir des visuels, on va dire, instagrammables qu'on a envie de partager et qui donnent envie. Pour parler un petit peu des packaging des produits, on a un packaging qui est au final assez épuré. On retrouve dessus des formes organiques derrière le logo. On a des stickers de couleurs qui définissent un petit peu les arômes. On a une numérotation de la gamme, mais on n'a pas énormément d'éléments, mais c'est vrai qu'on a un peu une sensation de collection dans ces produits. Un peu comme pour des produits de skincare. On a vraiment une sensation de gamme. Donc les canettes sont métalliques parce que le matcha a besoin d'être protégé de la lumière et de l'humidité. Mais c'est quand même un détail qui fait assez premium. Et elles sont remplies et scellées au Japon. Donc c'est vrai que c'est un argument un peu un gage de qualité. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc la marque c'est principalement une marque digitale. Mais ces dernières années, on a vu qu'Andy a fait beaucoup de pop-up, que ce soit à Paris, en Corée, au Japon. Elle a fait beaucoup d'événements autour de sa marque. Ce qui est aussi important puisque ça permet de tester le produit aussi en réel, mais c'est aussi un énorme levier pour son branding. C'est principalement des événements d'image de marque et un investissement pour elle sur l'image de marque, mais pas parce que je pense que ce sont des événements qui ne sont pas rentables pour elle, mais qui sont vraiment importants pour partager le branding de sa marque et la puissance de sa marque. Donc dans ces événements, on retrouve du mobilier très design, beaucoup d'acier qui font aussi un rappel avec ces canettes. On a des formes arrondies, très douces, qui font écho aussi à son logo, au côté cute, au côté gourmand, à ce côté très doux, très féminin. On a un univers parfois qui est presque mode, et on voit que même les shopping bags ressemblent à des shopping bags de marques de skincare, de cosmétiques. Et donc forcément, ça renforce ce côté très tendance, très lifestyle, très beauté, et qui sont complètement éloignés des codes traditionnels du matcha. Conclusion sur la marque d'Andy & La.
Les points forts, c'est vraiment son personal branding, le fait qu'elle ait réussi à créer un univers très féminin qui lui ressemble, qui est vraiment cohérent par rapport à la création de la marque, le lancement de la marque et par rapport à elle. On a des images et un packaging qui est très instagrammable, qui donne envie d'être partagé, qui fonctionne très bien avec les réseaux sociaux. C'est vraiment des images qu'on va retrouver sur Pinterest et qu'on a envie d'enregistrer dans des tableaux d'inspiration. On a ce qui fonctionne très bien, c'est le storytelling très familial, le fait qu'on ait aussi un vrai gage de qualité. Et puis Andy, elle vit 6 mois de l'année au Japon, donc elle a un storytelling qui est crédible. Et du coup, je pense que les points de tension par rapport à l'image de marque, ça va être justement, comme c'est une marque très instagrammable, très tendance, je pense que la difficulté, ça va être de réussir à la développer et à garder cet esprit très moderne au fil des années. Il y a aussi le fait que Andy est là quand même très présente, forcément c'est sa marque, dans le branding de la marque. Maintenant, à voir comment elle arrive aussi peut-être à la faire vivre sans elle. Je pense qu'elle y arrive déjà. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui consomment Milia Matcha sans suivre Andy, sans la connaître. Et je pense que l'objectif, c'est aussi ça, c'est de faire vivre la marque sans forcément qu'elle y soit pleinement associée. Donc voilà, globalement, je pense que Milia Matcha, c'est un peu la preuve qu'on peut réinventer un produit qui existe depuis très longtemps, qu'on peut avec une identité visuelle moderne, avec un discours très personnel, le remettre vraiment d'actualité, le réinventer. La leçon aussi que je trouve intéressante, c'est qu'il ne faut pas hésiter à casser les codes du secteur du produit pour lequel vous travaillez, pour lequel vous voulez créer une identité visuelle, parce que le piège, c'est souvent de rester dans les codes du produit et du secteur, d'être un peu piégé dans des codes et des modes associés à ce produit. Là, en l'occurrence, Milia Matcha casse complètement les codes du thé et du matcha traditionnel, et ça fonctionne vraiment. Ce qui est intéressant comme leçon à en tirer, c'est qu'on peut prendre des codes d'un autre secteur pour les associer à un autre. En l'occurrence, elle a pris les codes vraiment de la beauté pour les associer à les codes du thé, de la food, etc. Et personnellement, je sais que je travaille par exemple avec une marque de vélo qui va aussi prendre des codes de la mode. Donc c'est intéressant justement, je trouve, d'essayer d'échanger un petit peu comme ça des codes de certains secteurs pour faire évoluer aussi les tendances et les marques. En tout cas, c'est une marque qui parle beaucoup à toute une génération qui a grandi avec YouTube, avec toutes ces terras de produits de beauté, de pastels. C'est une marque qui fonctionne. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez l'identité visuelle de Andy Ella? Et si vous trouvez ça aussi intéressant de prendre des codes d'un autre secteur pour les appliquer à une autre catégorie de produits. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres identités visuelles, n'hésitez pas à me partager des noms de marques en commentaire et à vous abonner pour la suite. En attendant le prochain épisode, je vous retrouverai dans des vidéos plus orientées autour de mon activité et de mon quotidien de freelance. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!